Je pensais avoir déjà traversé toutes les tempêtes de la vie. À 65 ans, après une carrière entière comme infirmière à l'hôpital public, après la maladie puis la mort d'Alain, je croyais connaître toutes les formes de douleur. Mais ce jeudi de canicule à Angers m'a rappelé que la vie trouve toujours une façon de nous surprendre, parfois cruellement. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Ce jour-là, la chaleur était insupportable, même fenêtres grandes ouvertes. Après le déjeuner, j'ai décidé de m'allonger quelques minutes. Le vieux ventilateur tournait au plafond, ronronnant comme un chat fatigué. Je me suis endormi profondément. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais c'est un bruit sec, un fracas de verre, qui m'a réveillé. Pendant quelques secondes, je n'ai pas compris. L'air semblait lourd, épais. Une fumée grisâtre flottait dans la chambre. J'ai d'abord cru rêver, puis l'odeur me prit à la gorge, de la fumée, et beaucoup. Le cœur battant à tout rompre, j'ai ouvert la porte de ma chambre. Une chaleur suffocante m'a repoussé aussitôt. Le couloir était envahi par des flammes oranges qui grimpèrent déjà le long du vieux papier peint que je n'avais jamais eu le courage de changer. Parce qu'Alain l'avait choisi. J'ai paniqué une seconde, incapable de bouger. Tous mes réflexes d'infirmière, toutes les urgences vécues au fil des années, s'étaient envolés. Puis, un seul instinct a pris le dessus. Sauver ce que je pouvais de ma vie. J'ai couvert mon visage avec la taie de l'oreiller et me suis précipité vers l'armoire où je gardais mes papiers, mon album de mariage, quelques photos de mon fils Romain enfant et le collier de perles qu'Alain m'avait offert pour nos 10 ans. Je les ai fourrés dans mon sac avec ma carte d'identité, mon livret de famille et un peu d'argent liquide. Un grondement soudain a résonné depuis le salon. Le plafond commençait à céder. Il ne me restait qu'une issue, la fenêtre de ma chambre. J'habitais une petite maison à un étage, assez basse pour que la chute ne soit pas mortelle. J'ai jeté mon sac dehors, puis je me suis hissé sur l'appui de fenêtre. Le cadre de bois brûlant m'a déchiré les bras et ma jupe s'est accrochée, mais j'ai réussi à me laisser tomber dans le jardin. Lorsque mes pieds ont touché le sol, une douleur aiguë a traversé mon cheville. Mais j'étais vivante. En boitant, je suis sortie par le petit portillon du fond. Dans la rue, plusieurs voisins s'étaient déjà rassemblés. Certains tentaient d'arroser la façade avec un tuyau d'arrosage, d'autres appelèrent les pompiers. Madame Cécile, ma voisine depuis plus de 30 ans, m'a prise dans ses bras tandis que je regardais ma maison brûler comme une torche. 40 années de souvenirs disparaissaient sous mes yeux. Les pompiers sont arrivés rapidement, mais il était trop tard. Plus tard, le chef m'a expliqué que l'incendie venait probablement d'une panne électrique liée au ventilateur et à la chaleur extrême. Lorsque le feu a été éteint, il ne restait qu'une carcasse noire. Toute ma vie en cendres. Madame Cécile a insisté pour m'héberger pour la nuit. Dans sa chambre d'amis, encore tremblante, j'ai regardé les objets que j'avais sauvés. Le bord de l'album de mariage était brûlé, mais les photos intactes. Alain me souriait, jeune, fort, plein d'avenir. C'était presque trop à supporter. C'est là, au milieu de ces restes déformés de ce que j'avais été, que j'ai pris la décision d'appeler mon fils. Romain vivait à Lyon depuis plusieurs années avec sa compagne Élise. Nous n'étions plus aussi proches, surtout après la mort d'Alain. Mais il restait mon fils, mon unique enfant. Il m'aiderait. Je voulais y croire. Il a décroché d'une voix ensommeillée. Quand je lui ai raconté l'incendie, il s'est tu longuement avant de poser 1000 questions. Je lui ai dit que je n'avais plus rien, que j'avais besoin d'un toit le temps de faire les démarches avec l'assurance. Il a répondu « Bien sûr, maman. Viens demain. On trouvera une solution. » Il y a eu comme une hésitation dans sa voix, un souffle à peine perceptible, mais je n'ai pas voulu l'entendre. Le lendemain matin, Monsieur Antoine, le mari de Madame Cécile, m'a déposé à la gare. Avec ma cheville douloureuse, ma petite valise de secours et 4 billets froissés au fond de mon sac, je me suis installée dans l'autocar pour Lyon. Je regardais le paysage défiler, mais je ne voyais rien. Je ne ressentais rien non plus, sinon un vide immense et une fatigue écrasante. Pourtant, au fond de moi, une petite braise d'espoir résistait encore. J'allais rejoindre mon fils. La vie pouvait peut-être recommencer.
Lorsque je suis arrivée à la gare routière de Lyon, Romain m'attendait debout près de l'entrée, impeccablement habillé comme toujours. Mon fils a toujours aimé paraître en contrôle, même lorsqu'il ne l'était pas. Il m'a embrassée rapidement, comme si un geste plus long risquait de froisser son costume. Son parfum coûteux a couvert une seconde l'odeur de fumée qui me suivait encore, malgré les douches et les vêtements de prêt. Il a porté ma petite valise jusqu'à son automobile, un modèle moderne et étranger, parfaitement entretenu. Pendant le trajet vers son quartier résidentiel, il m'a parlé de la circulation, de son travail, des réunions interminables de la semaine. Pas une seule fois, il n'a demandé comment je me sentais vraiment. Je ne savais pas si c'était de la maladresse, de la peur ou simplement de la distance. Lorsque nous sommes arrivés devant son immeuble, j'ai compris que ma présence ici ne serait pas simple. Le bâtiment était moderne, avec une façade vitrée et un hall d'entrée immaculé. Chaque chose semblait à sa place, prête à être photographada pour une brochure de décoration. Ce type de perfection me mettait toujours mal à l'aise. Élise nous attendait au seuil de leur appartement. Elle était élégante, maquillage discret, cheveux parfaitement lissés, une robe droite qui semblait sortir d'une boutique hors de prix. Son sourire était poli, mais ses yeux me parcouraient avec une attention qui me fit baisser le regard vers mes chaussures usées. « Hélène, quelle épreuve terrible !» dit-elle d'une voix posée. Je la remerciai, même si quelque chose dans son ton sonnait faux, comme si elle jouait un rôle. L'intérieur de l'appartement me donna envie de marcher sur la pointe des pieds. Tout était clair, lisse, fragile. Des canapés blancs sur lesquels je n'osais pas m'asseoir, des coussins parfaitement alignés, un salon où aucune trace de vie ne semblait autorisée. Je sentais ma présence déjà trop lourde pour cet espace aseptisé. Romain m'a fait asseoir, enfin, sur une chaise de la salle à manger. Moi-même, j'aurais préféré un coussin usé, un fauteuil un peu taché, quelque chose qui respire la chaleur humaine. Ici, tout me rappelait que je n'étais qu'une visiteuse. « Alors, maman » dit-il en joignant les mains devant lui, comme s'il se préparait à une réunion. « Combien de temps penses-tu rester exactement » Il ne l'avait pas dit méchamment, mais la question me coupa le souffle. « Juste quelques semaines, » répondis-je calmement. « Le temps que l'assurance traite le sinistre et que je trouve un petit appartement. Je ne veux pas vous déranger. » Il y eut un silence. Puis Élise posa sa main sur son bras, doucement, comme pour lui transmettre du courage. « Hélène, » dit-elle, « tu sais que nous tenons beaucoup à notre intimité ici. Nous travaillons beaucoup, nous avons nos routines. Ce serait peut-être mieux pour toi de garder ton indépendance, dans un endroit vraiment adapté. Un appart-hôtel, par exemple, ou une résidence pour personnes autonomes. Ce serait plus confortable pour toi. » Plus confortable pour moi. Le mensonge le plus poli que j'ai entendu de toute ma vie. « Je pourrais aider financièrement », ajouta Romain, comme si cela suffisait à adoucir le rejet. « Quelques milliers d'euros pour commencer, le temps que tout se stabilise. » Quelques milliers d'euros, jetés comme on jette un pansement sur une blessure profonde. Je les ai regardés l'un après l'autre. J'attendais un geste, un mot, quelque chose qui dirait « Maman, reste ici, tu es chez toi. » Mais rien ne vint. « Je suis ta mère, » dis-je lentement. « Et j'ai tout perdu hier. Tout. » « Tu penses vraiment que je serais plus heureuse seule dans une chambre d'hôtel ?» Romain se tortilla un peu dans sa chaise. « Nous ne voulons pas de conflit, maman. Nous voulons juste faire ce qui est mieux pour tous. »« Pour tous, » répétai-je. « Pour vous deux, tu veux dire. » Élise détourna les yeux. Romain serra les lèvres, et la vérité tomba sur moi comme une pierre froide. Je n'avais aucune place dans cette maison trop parfaite. Je me suis levée. Ma cheville me lançait, mais je tenais debout. « Je comprends, » dis-je. « Je ne veux pas être un problème pour vous. » Romain se leva aussi, paniqué. « Maman, ne pars pas comme cela. »« Comment veux-tu que je parte? En vous remerciant de m'avoir refusé un toit ?» Il secoua la tête, incapable de soutenir mon regard. Élise croisa les bras, mal à l'aise. Je pris ma valise, mon sac, mon album brûlé. Je franchis le seuil sans me retourner. Dans le couloir, l'air semblait plus respirable. Je descendis les escaliers lentement, chaque marche résonnant comme un rappel. Je suis seule. Je le suis vraiment. À l'arrêt du bus, je restai assise longtemps, incapable de choisir où aller. Lyon tournait autour de moi,
indifférente à ma peine. J'avais 4 billets dans mon sac. 4. Assez pour 3 nuits dans un hôtel modeste du centre. Je finis par trouver un hôtel bon marché. À l'accueil, une jeune femme compatissante m'a aidé à réserver une chambre avec l'argent que j'avais. Une petite chambre obscure, avec une fenêtre donnant sur un mur gris, un lit dur et une odeur de renfermé. C'était loin d'être un foyer, mais au moins personne ne me regardait comme un fardeau. Ce soir-là, en fixant le plafond taché, j'ai compris une chose que je refusais d'admettre depuis des années. Perdre une maison fait mal. Être rejeté par son propre enfant déchire autrement. La première nuit dans ce petit hôtel du centre de Lyon fut presque blanche. La chambre était propre, mais froide, impersonnelle, avec une ampoule trop forte et une odeur de poussière humide qui me rappelait les salles de garde où je dormais quelques heures entre 2 gardes, lorsque je travaillais encore à l'hôpital. Je me suis assise sur le lit, le sac à mes pieds, et j'ai compté ce qu'il me restait. 4 billets soigneusement pliés. Ce n'était pas de la misère absolue, mais c'était un gouffre pour une femme qui, la veille encore, avait une maison, un jardin, un passé qui avait encore une forme. Le matin suivant, j'ai pris un café trop amer dans la petite salle du rez-de-chaussée. Mes mains tremblaient un peu, peut-être de fatigue, peut-être de honte. Je n'avais jamais imaginé me retrouver à cet âge dans une chambre d'hôtel, avec pour seul horizon un mur gris à 2 mètres de ma fenêtre. J'essayais de réfléchir, de me projeter vers l'assurance, vers les démarches, mais tout me semblait flou et irréel. Puis mon regard est tombé sur ma vieille trousse, celle où je rangeais les papiers importants. Sous les documents, dans la petite poche intérieure, il y avait quelque chose que je n'avais pas touché depuis des décennies. Un petit carton jauni, usé sur les bords, presque doux à force d'avoir été manipulé autrefois. Le nom écrit dessus était encore lisible, Michel Barthès, et juste en dessous, un numéro de téléphone professionnel, celui de son entreprise de construction, que je pensais depuis longtemps inutilisable. Le simple contact de ce carton a ravivé en moi un mélange étrange de chaleur et de douleur. J'avais 18 ans quand Michel me l'avait donné. 18 ans, les cheveux encore pleins de lumière, les rêves encore entiers. Nous vivions dans une petite ville près d'Angers. Il travaillait chez son père dans la boutique de matériaux, mais il rêvait de devenir ingénieur. Je le revois encore, assis sur le capot de sa vieille automobile, au sommet du belvédère d'où l'on voyait toute la vallée. Il disait « Un jour, je construirai quelque chose de grand, et quand je serai prêt, je reviendrai te chercher. » J'y ai cru. J'y ai cru de toute la force que l'on a à cet âge. Puis, la vie a avancé. Alain est apparu. Il m'a offert stabilité, gentillesse. J'ai choisi cette route-là, convaincu que c'était la bonne. Michel est devenu un souvenir, puis une nostalgie, puis une histoire que l'on raconte à soi-même pour se souvenir que l'on a déjà été jeune. Et pourtant, je n'ai jamais jeté ce carton. Ce matin-là, je le tenais entre mes doigts comme si mon avenir en dépendait. Je n'aurais jamais pensé le composer un jour, appeler un homme que je n'avais pas vu depuis 47 ans, lui dire que j'étais sans toit, sans famille, sans rien. Tout en moi résistait. C'était ridicule, pathétique, presque indécent. Mais qu'avais-je comme autre option? Je me voyais déjà compter les pièces pour prolonger une nuit de plus dans cet hôtel, puis renoncer à dîner pour économiser. J'ai fermé les yeux. Et j'ai composé le numéro. Je m'attendais à un message automatique ou à un numéro qui ne sonnerait même pas. C'était le téléphone de son entreprise familiale, celle qu'il avait créée après son départ. Pourtant, au bout de 2 sonneries, une voix d'homme a répondu. Sa voix directe, sans secrétaire ni standard. Il avait gardé cette ligne après toutes ces années. Une voix grave, posée, mature. Une voix qui ne m'appartenait plus, mais que je reconnus immédiatement. « Michel Barthès, bonjour. » Je suis restée muette quelques secondes. Ma gorge s'était serrée. Puis j'ai soufflé, presque dans un murmure, « Michel, c'est Hélène, Hélène Martin, enfin Hélène Dupont autrefois. Tu te souviens de moi ?» Il y eut un silence, un long silence. Le genre de silence où la vie retient son souffle. Et puis sa voix est revenue, plus douce, presque incrédule. « Hélène. » J'ai senti mes yeux se remplir de larmes instantanément, comme si entendre mon prénom de cette manière me rappelait une version de moi-même que j'avais oubliée.
Je me suis empressée de parler, comme si j'avais peur qu'il raccroche. Je suis désolée d'appeler ainsi. Je sais que cela n'a aucun sens. Cela fait tellement longtemps. C'est juste que j'ai perdu ma maison. Un incendie. Je n'ai plus rien. Et Romain, mon fils, il ne veut pas que je reste chez lui. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus qui appeler. Je m'attendais à un silence gêné, à une phrase polie, à une excuse pour mettre fin à cette situation absurde. Mais sa réponse fut immédiate, ferme et d'une tendresse que je ne méritais pas. « Où es-tu ? Donne-moi l'adresse, je viens te chercher, tout de suite. »« Michel, tu n'as pas à faire cela, je ne voulais pas te déranger. Je voulais juste entendre une voix amie. »« Hélène, je suis déjà dans mon entrée. Dis-moi l'adresse. » Sa voix ne tremblait pas. C'était une évidence pour lui, comme s'il m'avait attendu toutes ces années sans jamais l'admettre. J'ai donné l'adresse. Ma voix tremblait. Avant de raccrocher, j'ai ajouté, honteuse, « Je ne ressemble plus à la jeune fille que tu as connue. » Il a répondu simplement, « Et moi, je ne suis plus le garçon que j'étais. Mais cela n'a aucune importance. Tu as appelé. Alors tout commence ici. » Quand je suis descendue dans le hall 2 heures plus tard, mes mains tremblaient. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Je savais seulement que ma vie venait de basculer d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Lorsque je suis entrée dans le hall de l'hôtel, j'ai immédiatement reconnu sa silhouette. Même après tant d'années, je l'aurais reconnu entre mille. Debout près de la fenêtre, les mains dans les poches, il regardait la rue avec cette posture tranquille qu'il avait déjà à 18 ans, comme si le monde n'avait jamais réussi à le bousculer complètement. Ses cheveux étaient entièrement blancs maintenant, mais coupés courts, élégants, assumés. Ses épaules étaient du plus larges, son dos un peu voûté par le poids de la vie, mais tout en lui dégageait une force paisible qui me fit vaciller. « Michel » soufflai-je. Il se retourna. Nos regards se trouvèrent. Pendant un instant, le temps se suspendit, comme si 47 ans se repliaient sur eux-mêmes. Je vis ses yeux, toujours de cette couleur chaude entre le café noir et l'ambre, et je sentis quelque chose se fissurer en moi, quelque chose que je croyais brisé pour de bon. Il s'approcha lentement, comme si un geste trop brusque pouvait me faire fuir. Puis il dit, simplement, sans hésitation, « Tu es belle. » Je sentis mes yeux s'emplir de larmes avant même que je puisse respirer. Les mots, sa voix, le regard, tout cela me toucha si profondément que je n'ai pas cherché à me retenir. Je me suis effondrée contre lui, pleurant comme je n'avais pas pleuré depuis la mort d'Alain. Il m'a serrée dans ses bras, fort, mais doucement, une main dans mon dos, l'autre sur ma nuque, comme pour me rassembler pièce par pièce. Il ne m'a pas demandé d'arrêter. Il n'a pas dit que tout irait bien. Il a attendu que je respire à nouveau, que mes larmes se calment, puis il m'a écarté légèrement pour me regarder en face. « Viens, dit-il, tu ne restes pas ici. » Il prit ma petite valise, refusa que je la porte et m'ouvrit la porte d'un véhicule noir, un modèle luxueux mais discret, parfaitement à son image. Lorsque je me suis assise à l'intérieur, j'ai eu presque honte. Mes vêtements étaient froissés, mes mains encore marquées par le feu, mes cheveux emmêlés. Je lui ai dit « Je ne suis pas présentable. » Il sourit. « Hélène, pour moi, tu es exactement celle que j'espérais revoir un jour. » Nous avons roulé pendant presque 2 heures. Au début, nous parlions de banalités. La chaleur de ces derniers jours, les travaux sur la route, les montagnes encore enneigées que l'on apercevait au loin. Je n'étais pas prête à parler de l'incendie ni du rejet de Romain. Lui non plus ne voulait pas brusquer quoi que ce soit. Il me laissa respirer, me laissa reprendre forme. Lorsque nous sommes arrivés près d'Annecy, j'ai cru que je rêvais. La route bordée de forêts débouchait sur un portail en fer forgé, puis sur une longue allée entourée de jardins parfaitement entretenus. La maison apparut, majestueuse mais simple, construite en pierre claire et bois sombre, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière comme si elle en avait besoin pour vivre. « C'est ici, » dit-il, « chez moi. » Il avait dit cela avec une hésitation si légère que j'ai compris qu'il aurait voulu dire « chez nous », mais qu'il avait encore la délicatesse de ne pas précipiter mon cœur. À l'intérieur, la maison était chaleureuse, habitée. Rien à voir avec l'appartement glacé de Romain. Ici, chaque meuble avait une histoire.
chaque cadre une émotion. Il y avait des livres partout, des photos de chantier, d'équipes, d'inauguration, mais aussi des paysages, des amis, quelques sourires attrapés à la volée. C'était une maison vivante. « Tu dois avoir faim, » dit-il. Je préparais le déjeuner quand tu as appelé. La cuisine était vaste mais simple, fonctionnelle. Michel cuisinait avec aisance, comme un homme qui a appris à prendre soin de lui, mais aussi des autres. Le parfum du risotto qui mijotait dans la casserole me fit presque tourner la tête. Je réalisais que je n'avais pas mangé un vrai repas fait avec soin, avec attention, depuis des semaines. Peut-être depuis avant même l'incendie. Pendant que nous mangions, il me laissa raconter. Lentement, morceau par morceau. Je lui parlais d'Alain, de nos années tranquilles, de sa maladie, de ma solitude après son départ. Je lui racontais le feu, les flammes, l'odeur. Je lui racontais aussi Romain, son appartement trop parfait, son refus voilé, la blessure immense qui s'était ouverte en moi. Michel ne m'interrompit jamais. Il me regardait avec une attention totale, presque sacrée. Et lorsque j'eus fini, il posa simplement sa main sur la mienne. « Je suis désolé pour tout ce que tu as vécu, mais je ne suis pas désolé que tu m'aies appelé. Cela fait 47 ans que j'aurais voulu entendre ta voix. » J'ai baissé les yeux, bouleversé. « Je ne suis plus la jeune fille de 18 ans que tu as connue. » Il sourit. « Moi non plus. Je ne suis plus le garçon que j'étais. Et pourtant, tu es exactement celle que j'attendais. » Je ne trouvais plus mes mots. Je ne savais plus comment respirer non plus. Après le repas, il m'a montré la chambre d'amis. Une grande pièce claire, avec une vue magnifique sur le jardin et un balcon fleuri. « Tu peux rester autant que tu veux, » dit-il. « Sans condition, sans pression. Ma maison est la tienne, tant que tu en auras besoin. » Ce soir-là, en m'asseyant sur ce lit large et confortable, j'ai senti quelque chose renaître en moi. Une sensation que je n'avais pas connue depuis des décennies. Je n'étais plus seule. Les semaines passèrent dans la maison de Michel, comme un rêve dont je n'osais pas me réveiller. Chaque matin, je me levais avec le parfum du café qu'il préparait avant même que j'ouvre les yeux. Chaque soir, nous dînions en parlant de nos vies, de nos regrets et de tout ce qu'il nous restait à construire. Je retrouvais une paix que je croyais perdue depuis longtemps. Mais un matin, alors que je préparais un gratin de légumes dans sa grande cuisine, mon téléphone sonna. Le nom de Romain s'afficha sur l'écran. Mon cœur se serra. Depuis mon départ de Lyon, je avais ignoré plusieurs appels. Je n'étais pas prête. Et pourtant, je décrochais. « Maman !» Sa voix était tendue. « Où es-tu ? J'ai essayé de te joindre plusieurs fois. Le hôtel m'a dit que tu étais partie. Tu es où maintenant ? » Je regardais autour de moi. La lumière douce, les fleurs fraîches qu'un jardinier avait déposées, la chaleur que Michel avait ramenée dans ma vie. « Je suis chez un ami, » dis-je. « Je vais bien. »« Quel ami ?» demanda-t-il aussitôt. « Tu n'as pas d'amis à Lyon ? Qui est cet homme ?» Cette phrase me blessa plus que je ne voulais l'admettre. « Tu serais surpris, » répondis-je froidement. Il garda le silence un moment, puis déclara « Élise et moi avons réfléchi. Peut-être que nous avons été trop rapides. Tu pourrais revenir, rester dans notre chambre d'amis, si tu en as encore besoin. » Cette proposition, qui aurait été un soulagement 3 semaines plus tôt, me parut soudain creuse, sans sincérité. « Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?» demandai-je. Il hésita. « Nous voulons simplement réparer les choses. La famille doit rester unie. » Je comprenais trop bien ce qui se jouait. Quelqu'un avait dû voir Michel et moi ensemble dans Lyon ou Annecy. Peut-être un voisin bavard, peut-être une connaissance. Romain sentait que je n'étais plus seule, et cela éveillait chez lui une curiosité qui n'avait rien de maternel. Je pris une grande respiration. Je suis heureuse là où je suis. Vraiment heureuse. Il y eut un silence lourd. Puis, d'une voix tendue, Romain demanda « Maman, est-ce que tu es dans une relation avec cet homme ?» La question me fit sourire malgré moi. « Je ne pense pas que cela te regarde, mais je peux te dire une chose. Cet homme ne m'a jamais fait sentir comme un poids. Il m'écoute, il me respecte, et il ne me demande pas de m'effacer pour son confort. » Je l'entendis inspirer brusquement.
« Maman, j'ai besoin de savoir quel est ce Michel. Je veux m'assurer que tu n'es pas utilisé. » J'aurais pu rire si ce n'était pas aussi triste. « Romain, quand j'ai frappé à ta porte, tu m'as demandé de partir. Ce que je fais maintenant concerne ma vie, pas la tienne. » Je raccrochais avant qu'il puisse répondre, les mains tremblantes mais le cœur plus léger. Michel entra dans la cuisine quelques minutes plus tard. « Tout va bien ?» Je m'appuyais contre lui. « C'était Romain. Il veut te rencontrer. » Michel sourit doucement, un de ces sourires qui apaisaient tout. « Alors il me rencontrera. Cela fait longtemps que je veux lui parler. » Quelques jours plus tard, il invita Romain et Élise à dîner. Je redoutais ce moment, mais Michel était étrangement serein. « Il est temps de mettre les choses au clair », m'avait-il dit. Romain arriva en costume, Élise dans une robe trop élégante pour un dîner intime. Ils firent un tour rapide de la maison, les yeux brillants d'une admiration qu'ils tentaient de dissimuler. Michel les accueillit avec chaleur, sans servilité, comme un homme qui n'a rien à prouver. Le dîner se passa d'abord dans une politesse rigide. Puis, alors que nous buvions un café dans le salon, Michel posa calmement sa tasse. « Romain, je voudrais parler avec toi. » Mon fils se redressa comme s'il s'attendait à une accusation directe. Mais Michel ne haussa pas la voix. Il parla lentement, avec cette fermeté douce qui lui était propre. « J'ai compris que vous vous inquiétez pour Hélène. C'est naturel. Mais ce qui n'est pas naturel, c'est de s'intéresser à elle seulement quand on pense qu'il y a quelque chose à gagner. » Romain pâlit. Élise fixait obstinément ses mains. Michel continua. « Je suis au courant de vos questions au sujet de mes affaires, de mes investissements, de ce qu'il adviendra de mes biens. Je vais être très clair. Hélène n'a pas besoin d'être protégée de moi. Elle a besoin d'être aimée et respectée. Chose qui ne lui a pas été accordée quand elle est venue frapper à votre porte. » Le silence tomba, lourd, plus tranchant que n'importe quel cri. Romain ouvrit la bouche, puis la referma. Ses joues devinrent rouges. « Je n'ai jamais voulu lui faire du mal, » tenta-t-il. « Peut-être pas, » répondit Michel, calmement. « Mais tu as choisi ton confort avant elle. Et maintenant que tu as peur de perdre quelque chose, tu reviens. Si tu veux réellement faire partie de sa vie, ce sera pour elle. Pas pour moi, ni pour ce que j'ai. » Romain ne trouva rien à répondre. Élise lui prit discrètement le bras, comme pour l'empêcher de s'enfoncer davantage. Ils partirent peu après, presque en silence. Lorsque la porte se referma, je me tournai vers Michel. « Tu as été dur, mais juste. » Il prit ma main et la porta à ses lèvres. « Ton fils devait entendre la vérité. Et toi, tu devais savoir que tu mérites mieux que des demi-attentions. » Ce soir-là, dans cette maison qui m'avait déjà redonné tant de vie, je compris que Michel ne protégeait pas seulement mon cœur. Il m'apprenait à me protéger moi-même. 6 mois passèrent après ce dîner où Michel avait dit à mon fils ce que je n'avais jamais eu la force de lui dire moi-même. Pendant ces mois, quelque chose en moi se reconstruisait, lentement, comme une maison que l'on rebâtit pierre après pierre. Je cuisinais, je faisais de longues promenades dans les jardins, j'apprenais à respirer sans me justifier, sans avoir peur de déranger. Je retrouvais une version de moi que je croyais disparue, une femme capable de sourire sans faire d'effort. Un matin de début de printemps, alors que nous déjeunions sur la terrasse, Michel posa sa main sur la mienne. « Hélène, j'ai quelque chose à te demander. » Sa voix était calme, mais son regard brillait d'une émotion profonde. « Nous avons perdu des décennies, toi et moi, mais il nous reste encore du temps. Est-ce que tu voudrais passer ce temps avec moi, officiellement? Est-ce que tu voudrais devenir ma femme ?» Je restais silencieuse un long moment. Non pas parce que j'hésitais, mais parce que je sentais une vague d'émotions monter en moi. J'avais été mariée une fois avec Alain, un homme bon, stable. Ce mariage avait été un choix raisonnable, un chemin sûr. Mais ce que Michel m'offrait était différent. Ce n'était pas la sécurité, mais la vérité. Pas le devoir, mais la possibilité. À mon âge, je n'avais plus peur de choisir ce qui me rendait heureuse. « Oui, » soufflai-je. « Oui, je le veux. » Il eut ce sourire, celui qui me donnait l'impression que la vie me récompensait pour toutes les années où j'avais mis mes besoins de côté. Nous décidâmes d'organiser une cérémonie simple, dans le jardin.
Rien de grandiose, rien de théâtral. Juste ce que nous étions, deux personnes qui avaient attendu trop longtemps. Le maire de la commune, ami de Michel depuis 30 ans, accepta de célébrer l'union à la mairie, suivie d'une réception dans notre jardin. Teresa et le collègue de Michel furent nos témoins. Je choisis une robe bleu clair que Michel adorait, et lui un costume gris élégant qui semblait fait pour lui. Restait une question. Inviter ou non Romain? Une partie de moi voulait le protéger de lui-même. Une autre partie voulait lui laisser une chance de réparer ce qui pouvait l'être. Finalement, je composai son numéro. « Romain, je vais me marier, dis-je, sans tourner autour du pot. Michel et moi nous marions le 15 mars à 14h, ici à Annecy. Tu es le bienvenu. Élise, en revanche, ne l'est pas. C'est elle qui a insisté pour que je parte ce jour-là. Je l'ai entendue chuchoter avant que tu me demandes de quitter votre appartement. Je ne suis pas prête à l'avoir à mes côtés pour ce jour. » Un long silence suivit. Puis il dit « Maman, tu le connais à peine. » « Je le connais depuis plus longtemps que j'ai connu ton père avant de l'épouser, » répondis-je calmement. « La différence est que, maintenant, je suis adulte, et je sais ce que je veux. » Il inspira bruyamment. « Je viendrai, seul. » Le jour du mariage, il arriva avec un costume trop rigide pour lui, l'air perdu entre la gêne et la sincérité. Il serra la main de Michel, puis s'approcha de moi. Ses yeux étaient humides, ou peut-être était-ce le reflet de la lumière. Lorsque le juge de paix prononça les mots « mari et femme », je sentis une douceur profonde m'envahir. Ce n'était pas la passion de la jeunesse, ce n'était pas la naïveté de croire que l'amour résout tout. C'était quelque chose de rare, une seconde chance accordée par la vie elle-même. Après la cérémonie, alors que Michel parlait avec son ami, Romain me prit à l'écart dans le jardin. « Maman, je veux te dire quelque chose, » murmura-t-il. « Je suis désolé. Pas seulement pour ce qui s'est passé après l'incendie. Je suis désolé pour toutes les années où je n'ai pas été là. J'avais peur que tu t'accroches à moi, peur de perdre ma vie, peur de grandir, je crois. Et je t'ai perdu. Ou j'ai failli te perdre. » Je posai ma main sur sa joue, comme lorsqu'il était enfant. « Tu ne m'as pas perdu, Romain. Mais il faudra du temps pour réparer. » Il hocha la tête, les yeux baissés. « Je suis prêt. Je veux essayer. » Un début. Rien de plus. Mais pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti que mon fils parlait avec son cœur, et non avec sa peur ou son orgueil. Ce matin encore, je me suis réveillée dans les bras de Michel. La lumière du soleil entrait par les grandes fenêtres qui donnent sur le jardin. Je l'ai regardé, ses cheveux blancs, son visage marqué mais serein, et j'ai pensé « Le feu n'a pas détruit ma vie, il m'a libérée de ce qui ne me portait plus. » À 66 ans, j'ai choisi le bonheur. Pas le bonheur parfait, pas le bonheur jeune, le vrai, celui qui arrive tard, mais qui reste longtemps. Et si quelqu'un m'avait dit, ce jour où ma maison brûlait, que c'était le début de la période la plus lumineuse de mon existence, je ne l'aurais jamais cru. Mais la vie sait ce qu'elle fait. Elle m'a ramené exactement là où je devais être. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.